Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence au Quai des Savoirs. C'est une conférence qui se déroule dans le cadre de l'exposition De l'amour qui sera proposée au Quai jusqu'au 7 novembre inclus. C'est une conférence qui se déroule également dans le cadre de la Semaine du cerveau que je représente. C'est la dernière conférence de notre semaine. On espère que vous avez pu nous joindre pour d'autres événements. Donc aujourd'hui au Quai, nous allons parler bien sûr donc, de l'amour et du lien entre la mère et l'enfant. Alors hier, on était déjà ici au Quai des Savoirs pour une conférence où on a parlé plutôt de l'aspect comportemental concernant le lien, l'attachement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Maïté Taubert, qui est donc pédiatre endocrinologue au laboratoire Infinity à l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse. Bonjour Maïté. Et nous avons également Sophie Sabal-Berthoumieux, qui est pédopsychiatre au SUPEA, au CHU de Toulouse, et qui vont donc nous parler du lien mère-enfant et notamment du rôle de l'ocytocine dans ce lien. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sophie et je prendrai vos questions en suivant à la fin de leur intervention. N'hésitez pas à poser des questions à travers le Facebook Live. Merci. Bonjour, merci de nous accueillir pour cette conférence. Donc, alors, on va vous parler de ce lien mère-enfant qui est, moi je vais vous parler du lien d'attachement aussi, dont vous avez peut-être entendu parler hier également. Et je vais m'appuyer sur la théorie de l'attachement qui a été développée par John Bowlby dans les années d'après-guerre. Alors, dans les années, au moment de la guerre, en fait, John Bowlby, il est anglais, et ils se sont aperçus qu'au moment du bombardement de Londres, au moment du Blitz, beaucoup d'enfants ont été évacués dans les campagnes pour les mettre à l'abri. Et beaucoup de professionnels en fait, qui s'intéressaient à l'enfance, à la petite enfance, se sont aperçus qu'il y avait des conséquences très délétères sur le comportement des enfants suite à cette séparation d'avec les parents. Et donc John Bowlby s'est appuyé sur cet événement pour développer sa théorie. À l'époque, il y a Anna Freud, la fille de Sigmund, qui a même parlé de besoin primaire d'attachement et qu'on aurait mieux fait de le respecter plutôt que de mettre ses enfants à l'abri des bombes. Donc cette théorie de l'attachement, c'est une des premières théories psychologiques à se placer dans une perspective à la fois éthologique et évolutionniste. Éthologique parce que Bowlby s'est beaucoup inspiré et a beaucoup étudié le comportement animal. Il s'est vraiment intéressé au comportement de beaucoup d'espèces d'oiseaux jusqu'à plusieurs espèces de singes de manière très minutieuse. Et il s'est également appuyé sur les travaux de Harlow, qui est un psychologue américain qui a étudié sur les singes et notamment sur la séparation de ces petits singes de leur maman singe. Donc je voulais parce que finalement il a essayé de mettre en lumière que le besoin d'attachement était aussi important que le besoin de s'alimenter. Donc je voulais partager en fait deux expériences de Monsieur Harlow vis-à-vis des petits singes. La première, c'est donc des petits singes qui sont séparés de leur maman, qui sont placés dans des cages et qu'on alimente bien sûr, et qui sont placés au sortir de la cage face à deux marionnettes. Une qui est en fil de fer, très antipathique et qui fait peur même, mais qui a une petite tétine où le singe peut venir téter son lait. Et la deuxième marionnette, vers laquelle il peut se tourner également, qui est en forme de peluche, très accueillante, dans laquelle on a envie de se blottir avec voilà, un revêtement très, très doux, très douillet. Et il a regardé le comportement de ces petits singes au sortir de la cage qui sont complètement apeurés et qui vont aller se précipiter sur la tétine pour prendre quelques suctions de lait et tout de suite après se blottir, faire du câlin dans cette mer de substitution qui est comme une grosse peluche, un gros singe en peluche. Et finalement, Harlow met en évidence que le besoin d'attachement est même supérieur au besoin de s'alimenter parce que le singe, le bébé singe, passera plus de temps blotti sur cette peluche qu'à téter. Donc il viendra très furtivement prendre quelques suctions de lait avant de retourner et même il s'enlace lui-même pour se balancer et se faire du câlin lui à lui-même puisque la marionnette ne bouge pas. Donc ça, c'est la première expérience qui met en évidence ce besoin primaire d'attachement
sur lequel Bowlby va s'appuyer. Et deuxièmement, Arlot va regarder un peu les conséquences de la séparation des bébés singes avec leur mère. Donc c'est assez difficile, c'est de la recherche scientifique. Donc il va les séparer dès la naissance ou au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois de vie. Et en fait, il s'aperçoit que si on sépare ces bébés singes de leur maman très tôt, les conséquences vont être dramatiques et très graves au niveau du comportement. Il y aura un développement psychosocial qui va être plutôt des troubles autistiques majeurs, qui sera irréversible. Et au contraire, plus le bébé singe est resté longtemps avec sa maman et plus il a bénéficié des interactions sociales et de cette relation mère-bébé, plus finalement les troubles seront moins graves, moins marqués et seront réversibles quand le singe est remis en société. Donc ça, c'est le côté éthologie. Il s'appuie aussi, Bowlby, pour développer sa théorie de l'attachement, sur les propos de Darwin, qui a décrit que le bébé humain naissait avec un cerveau immature et qu'il a besoin vraiment des interactions sociales pour bien se développer, de manière à adapter son comportement en fonction de l'environnement pour permettre la survie de l'espèce. Alors, je voulais aussi parler de la notion d'empreinte. La notion d'empreinte est très importante concernant l'ocytocine, on va le voir après. Elle a été décrite par un éthologue autrichien qui s'appelle Konrad Lorenz et qui a travaillé, lui, auprès des oies et des oisons. Donc, il a étudié leur comportement et en fait, il a mis en évidence que le bébé oison, le bébé oie, l'oison, au moment de l'éclosion, va comme s'il s'attachait très fortement, mais à ce moment même, de la première figure animée qu'il voit. En fait, il a fait une expérience aussi où il laisse la mère couver ses œufs, et au moment de l'éclosion, le bébé oie va suivre cette maman oie. Ça, tout va bien. Et il a aussi placé les œufs dans un incubateur, et à ce moment-là, ils ont vu Konrad Lorenz au moment de l'éclosion, et ils l'ont suivi comme s'il était la mère oie. Sauf que quand il a voulu leur montrer que la mère oie, c'est pas lui, mais c'est l'oie, ils n'ont pas voulu, ils restaient fixés sur Konrad Lorenz. Donc c'est vraiment l'idée que c'est une période déterminée au cours de laquelle les interactions mère-bébé vont permettre un développement social ultérieur. Ça, on va le voir, ça s'appelle la période d'attachement, c'est ça dont je voudrais vous parler. Et cette notion d'empreinte montre que c'est comme une fenêtre, en fait, au cours de laquelle il faut que ça se passe et ça restera fixé là. Donc chez l'homme, cette période d'attachement, elle est en principe entre 6 et 9 mois. Alors pour en venir à l'attachement, d'après la théorie de l'attachement qui a été développée en France par Nicole et Antoine Guédenet, qui sont des pédopsychiatres parisiens et qui ont vraiment beaucoup travaillé autour du développement en France de cette théorie qui restait jusque-là réservée aux pays anglo-saxons. C'est l'attachement, c'est pas comme dans le vocabulaire commun, je suis très attachée à mes enfants, c'est pas comme ça qu'on l'entend, c'est plutôt le lien qui va du bébé vers la mère. Donc c'est vraiment, si vous voulez, la situation d'attachement, c'est une situation de détresse. Le bébé ressent qu'il ne va pas bien, soit par des stimuli internes, soit par des stimuli externes. Et il demande de l'aide, il se met à pleurer et il demande de l'aide pour rétablir, si vous voulez, la proximité d'avec sa maman. Alors je dis la maman, mais c'est plus particulièrement la personne qui s'en occupe le plus, donc ça peut être la mère, le père, une grand-mère qui est là et qui fera office de figure d'attachement. Donc cette personne va venir, lorsque le bébé en éprouve le besoin et le demande, rétablir la proximité et venir en aide à ce bébé qui en éprouve le besoin. On voit que la façon dont cette maman, enfin cette figure d'attachement va répondre aux demandes de ce bébé, finalement, ça va constituer un lien d'attachement selon différents patterns. On va parler d'attachement sécure ou insécure. Alors, pour vous en dire 2 mots, c'est vrai que je ne peux pas vous développer la théorie de l'attachement, donc vous n'aurez que des petits sujets comme ça. Juste l'attachement sécure, c'est, si vous voulez, le bébé pleure, il est en situation de détresse, il demande de l'aide. Si la maman répond de manière à peu près correcte à ses besoins, il va finalement comprendre qu'il peut demander de l'aide, on va lui répondre de manière adaptée, et ça, il va développer, lui, un lien d'attachement sécure à cette maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le voir, cet attachement, il est actif tout au long de la vie, et donc ça sera une personne qui plus tard pourra demander de l'aide de manière très sereine en se disant qu'on va répondre à ses besoins.
Alors à côté de ça, il y a aussi des attachements insécures qui ne sont pas du tout pathologiques, hein, qui font partie de la population générale. C'est juste la manière de demander de l'aide qui sera différente. Et dans les attachements insécures, il y en a deux sortes. Il y a l'attachement insécure évitant, c'est-à-dire que le bébé, il pleure pour appeler la maman, mais la maman, elle le laisse pleurer. Elle dit, il fait ses poumons, il fait un caprice, il faut le laisser pleurer, ça va lui passer. Bah oui, ça lui passe parce qu'il s'aperçoit qu'à force de pleurer, il ne se passe rien, donc il ne pleure plus pour demander de l'aide. Et finalement, ça va donner des enfants, par exemple, au moment où on les laisse à la crèche ou chez la nounou, au moment de la séparation avec la figure d'attachement, des enfants qui sont très autonomes et qui se montrent indifférents à la séparation. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est très, très valorisé dans notre société. On dit, oh, c'est bien, hein, t'as vu, il supporte bien la séparation. Sauf que quand on fait un dosage du cortisol salivaire pour mesurer le stress ou qu'on regarde les battements cardiaques, en fait, il a des taux de cortisol salivaire très élevés, ce qui montre qu'il est très, très stressé. Par contre, on ne voit rien. Voilà, ça, c'est l'insécure évitant. C'est des personnes qui auront du mal à dire que ça ne va pas et à demander de l'aide plus tard. Il y a aussi l'attachement insécure ambivalent résistant. Ça, c'est un bébé qui va être face à une maman qui va répondre de manière plus ou moins adaptée, ou qui ne va pas répondre, ou qui va répondre en lui hurlant dessus de manière très, très colérique ou avec beaucoup d'émotions négatives. Et ça sera des bébés qui seront un peu... ils ne seront pas trop à... Comment réagir, comment faire venir cette maman. Donc ça va être des personnes qui demanderont de l'aide plus tard, mais avec beaucoup de colère, qui peuvent agresser l'autre pour demander de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est ambivalent résistant. Tout cela fait partie de la normalité. Alors l'attachement, c'est contextuel, hein. Il n'est pas toujours activé, le lien d'attachement, il n'est pas toujours activé dans la relation mère-bébé. Il faut vraiment qu'il y ait une notion de détresse ou d'alarme. On parle de la notion de peur qui est au centre de la théorie de l'attachement. En dehors de ça, si c'est pour jouer ou si c'est pour toute autre chose, dans la relation mère-bébé, il n'y a pas de système d'attachement activé. Donc il est actif tout au long de la vie. John Bowlby, il a parlé de l'attachement du berceau à la tombe, c'est-à-dire que tout au long de la vie, on sera conditionné de la façon dont on a répondu à notre demande quand on était bébé à demander de l'aide plus tard. Et on a aussi plusieurs figures d'attachement puisqu'elles vont elles vont se différencier tout au long de la vie. En principe, c'est la mère ou le père quand on est petit, mais en grandissant, ce n'est pas forcément les parents. Si je vous pose la question, vous avez un gros pépin, quelque chose de grave qui vous arrive, vous êtes vraiment dans une situation très stressante, vous appelez quelqu'un. Cette personne que vous appelez, c'est la figure d'attachement principale. Voilà. Si elle n'est pas disponible, si elle ne répond pas, en principe, vous en avez une autre sous le coude que vous pouvez appeler aussi pour vous calmer. C'est la figure d'attachement accessoire, parce qu'il y a une hiérarchisation. Alors, il n'y en a pas 50, hein, il n'y en a que quelques-unes, mais il y en a une principale et d'autres qui peuvent aussi vous aider ou vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Alors tout ça, c'était sur l'attachement et on voit sur ce schéma que c'est contextuel de la relation et donc la réciproque, c'est-à-dire la façon de s'occuper, de prendre en charge ce bébé qui a besoin d'aide, ça s'appelle le caregiving. Donc ça, c'est le lien qui va du parent vers l'enfant. Il est activé aussi par la détresse du bébé, puisque le but, c'est de venir en aide à ce bébé et de se rapprocher, de rétablir la proximité. Alors, il y a 4 dimensions chez le parent qui favorisent le caregiving. Il y a la sensibilité du parent, il y a la coopération, c'est-à-dire un accompagnement plutôt qu'un contrôle, la disponibilité, qu'elle soit physique ou psychique, et l'acceptation, c'est-à-dire la capacité à intégrer tous les sentiments positifs et négatifs que déclenche en lui son bébé et les interactions. Ce caregiving, il est évidemment en lien avec le propre pattern d'attachement du parent et on parle de transmission, c'est-à-dire c'est d'autant plus vrai pour les attachements sécures. Quelqu'un qui aura un attachement sécure aura un caregiving qui va entraîner un attachement sécure chez son bébé. On parle de transmission transgénérationnelle de l'attachement. Alors, on était là pour parler d'ocytocine et de ce lien entre la mère et les bébés. On sait que les hormones, elles ont aussi leur rôle dans la genèse de ce caregiving, tout particulièrement l'ocytocine, puisque au moment de l'accouchement, il y a une forte sécrétion d'ocytocine qui va permettre le bon déroulement de l'accouchement par voie basse et aussi la mise en place de la lactation. Alors, cette hormone, elle a un rôle dans le ressenti tout particulier que la maman éprouve au moment de la naissance, hein, avec ce besoin intense de protéger ce bébé qui vient de naître. Et ce sentiment est lié à l'ocytocine. C'est vraiment l'ocytocine qui va être une des impulsions biologiques du caregiving.
Alors, les effets de l'ocytocine sur le comportement maternel visent aussi à diminuer l'anxiété et le ressenti négatif vis-à-vis des pleurs du bébé pour permettre de pouvoir s'en occuper du mieux possible. Cette sécrétion, elle est aussi stimulée par la présence même du bébé à côté de la maman, tout ce qui est les techniques de peau à peau, qui vont favoriser la sécrétion d'ocytocine, et ne serait-ce que les mouvements des mains, les mouvements de succion-déglutition du bébé, tout ça, ça favorise la sécrétion. Alors ça, c'est quand tout se passe bien, ça se passe comme ça. Malheureusement, il y a des facteurs qui peuvent entraver le caregiving. Alors, je laisse de côté tout ce qui est du côté maternel, qui va être, par exemple, les pathologies mentales et autres. On va vraiment se consacrer au bébé. Mais par exemple, une grande prématurité ou un syndrome malformatif peut entraver le caregiving. Alors, nous, avec le professeur Maïté Taubert, on travaille à l'hôpital des enfants dans un service de pédiatrie et on accueille des jeunes patients qui présentent un syndrome génétique rare qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi. Et ces bébés, ils ont la particularité d'avoir à la naissance une hypotonie majeure. C'est-à-dire c'est des poupées de chiffon, ils sont complètement mous, ils n'ont aucune sollicitation. Et donc, ils ne pleurent pas pour réclamer, ils ne sollicitent pas le parent. Et donc, si vous voulez, il y a une difficulté de mettre en place ce lien d'attachement. Alors, du fait du bébé, parce que lui-même ne demande pas d'aide, puisqu'il a du mal à pleurer du fait de l'hypotonie. Mais en plus, il n'aide pas la mise en place du caregiving parental, puisqu'il n'y a pas de demande. Donc, le caregiving a du mal aussi à se mettre en place. Et alors, en plus de tout ça, si j'ai envie de dire, ces petits présente un déficit en ocytocine. Et là, je vais passer la main à Maïté Taubert qui va vous parler de cette histoire hormonale. Merci. Merci Sophie, je crois que ça a mis bien en place cette question de l'attachement et est-ce qu'il y a un support physiologique à cela? Donc l'ocytocine, ça fait maintenant quelques années, on va dire une vingtaine d'années, où son rôle dans les relations sociales et dans l'attachement et dans les liens justement entre les personnes, et en particulier alors dans le couple aussi, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, et aussi bien sûr dans l'attachement, c'est-à-dire les liens mère-enfant, et dans les deux sens. Donc je voulais vous montrer, je ne sais pas si on peut voir le PowerPoint que j'ai, cette image de l'attachement, là elle est non, précédente. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, en tout cas vous le verrez. Voilà, cette image qui montre, on voit très bien ici, qui montre ces deux flèches, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle une boucle vertueuse. C'est vrai que s'il existe un déficit dans une des flèches, eh bien forcément l'autre flèche va être également déficitaire. Et en ce qui concerne les hormones, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, ce qui s'appelle du feedback, donc une boucle de rétrocontrôle positive ou négative. Là, c'est une boucle positive. Plus on aura de liens dans un sens, plus on en aura dans l'autre. Donc, on s'est, nous, particulièrement attachés, et c'est la seule expérience aujourd'hui, sur le rôle de l'ocytocine dans cette maladie rare dont vous parlez, le docteur Sophie Sabalbertoumieux, qui est le syndrome de Prader-Willi. Alors, j'ai préparé une petite diapositive pour vous dire que c'est une maladie un peu modèle, c'est une maladie rare qui, depuis une vingtaine d'années, a bénéficié d'une amélioration majeure des connaissances, en particulier de l'évolution de la maladie, puisque aujourd'hui on en fait le diagnostic extrêmement précocement, en France à 18 jours de vie, donc très tôt, avant même finalement que les signes classiques de la maladie n'apparaissent, et ça nous a permis de décrire un peu leur trajectoire neurodéveloppementale. C'est une maladie du neurodéveloppement, avec une particularité, parce qu'on peut suivre 3 trajectoires. Une trajectoire nutritionnelle. Ce sont des enfants qui ne mangent pas. Ils ne mangent pas parce qu'ils sont mous, c'est vrai, ce qu'on appelle l'hypotonie. Mais ils ne mangent pas non plus parce qu'ils n'ont pas faim et ils ne montrent aucun désir de manger. Et quand même on leur présente le biberon, puisqu'on ne peut pas les allaiter par justement un déficit de succion, eh bien, ils ne vont pas montrer d'appétence pour le biberon. Ils sont même parfois écœurés. Eh bien, finalement, au cours de la vie, cette anorexie véritable de ces nourrissons, elle va petit à petit se transformer en, au contraire, une envie excessive de manger, comme une hypercompensation. Et ils vont développer une obésité extrêmement précoce et extrêmement sévère. C'est un peu le tableau que nous avions chez les personnes avec un syndrome de Prader-Willi il y a quelques années de cela. Et puis, parallèlement, et alors, ce n'est pas parallèle, vous verrez, je vais vous expliquer, mais en tout cas, en même temps,
si je puis dire, il y a aussi une trajectoire développementale. Ce sont des enfants qui sont très en retrait au départ, qui ont ce manque dont parlait le docteur Sophie Sabal-Berthoumieux de la relation. Ils ne demandent pas, finalement, ils ne s'expriment pas. Ils n'en ont pas la capacité, en tout cas, et ils ne le montrent pas. Et bien petit à petit, ils vont au contraire avoir presque un attachement excessif, puisqu'il existe un attachement on va dire excessif entre la mère et cet enfant et qui va perdurer tout au long de la vie. Et c'est ce qu'on essaie de travailler justement en pratique clinique. Et puis on a une troisième trajectoire qui est une trajectoire hormonale, puisque vont apparaître au fur et à mesure de la vie plusieurs déficiences hormonales. Alors là, aujourd'hui, je ne parlerai que de l'ocytocine dans le détail, qui est présente dès le début de la vie et même à l'anténatal. Mais il y a un déficit en hormones de croissance, un déficit des hormones qui vont mettre en place la puberté et le développement, la fertilité en particulier. Il y a un déficit des hormones thyroïdiennes, probablement un déficit du cortisol aussi, même si c'est assez rarement sévère. Et donc, il va y avoir vraiment une anomalie de toutes ces hormones. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement de l'ocytocine. Alors, je n'ai pas prévu de diapositive, je vais vous en parler tranquillement. Cette ocytocine, c'est un petit peptide qui a 9 acides aminés, qui est sécrété par des neurones très spécialisés au niveau du cerveau, cette ocytocine est produite par les neurones du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus, donc une zone très, très précise et très petite, et aussi les neurones du noyau supraoptique. En tout cas, cette sécrétion d'ocytocine, elle va soit être réellement, elle va faire le travail d'une hormone classique, c'est-à-dire elle va circuler dans le sang et va atteindre les organes cibles. Alors, ce qu'on connaît de l'ocytocine aujourd'hui, depuis 1958, depuis sa découverte et sa purification, c'est qu'elle permet de déclencher le travail, donc elle entraîne l'accouchement, et elle est aussi indispensable au maintien de l'allaitement. Donc, vous voyez que d'emblée, cette ocytocine, elle a un rôle dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans l'attachement, puisqu'elle déclenche l'accouchement et elle va aussi maintenir l'allaitement. Cette ocytocine, elle a au niveau du cerveau, alors là, elle n'agit pas comme une hormone, mais comme un neuromodulateur, c'est-à-dire une molécule qui va diffuser soit par le corps des neurones, hein, ce tube hein, qui part de la cellule et qui va se prolonger et qui va se terminer avec des terminaisons qui vont donner lieu à des synapses. Hein. Ce sont des endroits très spécifiques des neurones pour qu'il y ait des interactions d'un neurone à un autre. Eh bien, cette ocytocine, elle est à la fois libérée au niveau des synapses, mais finalement, essentiellement, au niveau tout au long du corps de ces neurones. Et on s'est rendu compte qu'elle diffusait au niveau du cerveau pour atteindre de nombreuses régions. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que l'ocytocine, elle est très liée au système de la récompense, donc tout le système dopaminergique que l'on connaît, qui est impliqué dans l'addiction, par exemple. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'ocytocine, elle est probablement impliquée aussi dans les comportements addictifs. Alors, dans le syndrome de Prader-Willi, on a mis en évidence, il y a de nombreuses années, ce n'est pas notre équipe, c'est une équipe hollandaise d'X-FAB qui a publié en 1995 que ces patients avaient un défaut au niveau du noyau paraventriculaire des neurones qui produisent de l'ocytocine. Alors, pendant très longtemps, et je l'ai connu il y a de nombreuses années, il me demandait, mais que penses-tu de ça? Est-ce que tu peux expliquer ce que ferait le défaut d'ocytocine chez ces patients? Et en 1995, on n'avait pas tellement d'idées. Et donc, on n'avait pas de réponse. Et puis, petit à petit, il y a eu de nombreux travaux de recherche sur l'ocytocine, en particulier sur le rôle de l'ocytocine au niveau du cerveau. Et en particulier, plusieurs équipes ont travaillé sur des souris particulières qu'on appelle les mountain voles et les prairie voles. Donc, ce sont des petites souris de campagne, ce sont des campagnols en fait, pour lesquelles on a démontré que, alors je vais simplifier bien sûr hein, pour le propos, que celles qui habitent à la montagne avaient choisi, donc les souris femelles choisissaient pour la vie leurs compagnons et n'en changeaient pas, alors que les prairivoles, les souris qui habitent dans les prairies, au contraire, elles choisissaient un compagnon, mais elles en changeaient régulièrement. Et ce qui était très intéressant, c'était de montrer que si on bloquait au niveau d'une certaine région du cerveau les récepteurs de l'ocytocine, les souris qui étaient extrêmement fidèles, elles devenaient, entre guillemets, infidèles. Donc on était capable de modifier ce lien hein, dans ce couple de souris
en modifiant justement les signaux transmis par l'ocytocine. Alors c'est en lisant cette publication en 2005 que je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à voir dans les interactions sociales un peu particulières que présentent ces personnes. Et c'est là où c'est une histoire d'amitié, de partage, j'aime bien le mot sororité, et de confiance. Et c'est tout l'intérêt des équipes multidisciplinaires et la transdisciplinarité. Ma collègue, qui était le docteur Denis Tuilot, psychiatre à l'hôpital Marin d'Andaille et qui accueillait ces personnes adultes, m'avait rapporté qu'elle était un peu surprise des relations qui existaient, des relations affectives que mettaient en place ces personnes, avec un excès de relations affectives et un attachement très très important, voire excessif à une personne. Et puis le lendemain, une capacité à s'attacher de manière aussi intensive à une autre personne. Et donc, elle me parle de ça, elle me raconte cette histoire, et je lui dis, écoute, je viens de lire cette publication. C'est extrêmement important que tu dis ça parce qu'on a vraiment l'impression que c'est en lien avec cette anomalie de l'ocytocine chez ces personnes. Et là, on a commencé à travailler, on a réfléchi sur cette hormone ocytocine et on a mis en place tout un réseau de collaboration nationale et internationale. Et en particulier, une étude chez les souris, je ne vois pas dans le... Elle n'y est pas là. Non, c'est... Voilà, non, elle n'y est pas. Je ne sais pas, mais peu importe, je vais vous raconter. Donc, ma collègue Françoise Muscatelli, qui travaille à Lumini, près de Marseille, avait montré chez un modèle de souris dont un des gènes a été inactivé, un des gènes de la région du syndrome de Prader-Willi. Elle a pu mettre en évidence que ces souriceaux mouraient très tôt, après la naissance, très tôt, dans les 5 premières heures de vie. Et elle a pu mettre en évidence qu'il mourrait très tôt parce qu'il n'allait pas téter la mère et que même si on mettait ces souriceaux sur le téton de la mère, il ne tétait pas. Donc il n'avait pas envie de téter. Ce qu'elle a pu montrer, c'est que si elle les traite par ocytocine avec une injection sous-cutanée pendant les 5 premières heures de vie, après ça ne marchait pas, elle était capable de restaurer complètement la succion de ces souriceaux et de normaliser par la suite à long terme leur comportement. Donc ce travail a été publié en 2010, puis les effets à long terme en 2015. Et nous avons donc décidé, avec l'équipe du centre de référence de Toulouse, après avoir discuté avec de nombreux collègues et des spécialistes, parce que c'est la première fois qu'on traite par ocytocine un nouveau-né humain. Et donc nous avons décidé de tester ce traitement chez des nouveau-nés. Alors évidemment, nous avions longuement discuté du bénéfice-risque, de l'intérêt. Alors l'ocytocine, c'est une hormone qui est extrêmement connue. Elle est utilisée, alors pas en France, mais dans quelques pays d'Europe par voie intranasale, donc en spray. Les mamans qui allaitent peuvent utiliser l'ocytocine, ce qui permet de maintenir et de fortifier, de faciliter l'allaitement. Donc on savait depuis longtemps, et on sait que l'ocytocine passe dans le lait maternel, qu'il ne semblait pas y avoir de problème avec de l'ocytocine donnée, donc rajoutée bien sûr chez les personnes. Donc nous avons fait cette première étude en 2013 et 2014 chez 18 nouveau-nés qui ont un syndrome de Prader-Willi. On a pu le faire parce que le diagnostic se fait très précocement. Et on a pu montrer qu'après 7 jours de traitement, quelle que soit la dose utilisée, puisque nous avions utilisé des doses progressives, non seulement ce traitement était très bien toléré à court terme, et maintenant je peux vous dire à long terme, mais ces bébés avaient une succion, donc ils tétaient davantage, ils avaient davantage envie de téter, et ils tétaient beaucoup mieux qu'avant le traitement par ocytocine. Donc c'est ce qui est montré sur cette petite figure en haut, où on montre que le score de succion diminue, ce qui fait que ça se normalise, et 88%. Donc sur les 18, 16 d'entre eux se sont normalisés alors qu'ils étaient tous anormaux au départ. Et quand on a fait un examen qui étudie la succion-déglutition, on se rend compte aussi que la succion-déglutition est améliorée, pas toujours normalisée, mais très nettement améliorée chez la majorité de ces enfants. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous me parlez de la succion-déglutition dans l'attachement ? Eh bien, c'est que l'oralité est extrêmement liée au comportement d'attachement et aux interactions mère-enfant et à l'état du bébé lui-même. Alors, nous avions aussi, dans la prochaine diapositive, étudié l'effet de ce traitement sur des vidéos que nous prenions pendant les tétés et en dehors des tétés. Nous avons pu montrer, grâce à la collaboration avec des pédopsychiatres qui sont des spécialistes justement du développement, et en particulier du comportement du bébé,
Donc avec l'équipe d'Antoine Guédenet, nous avions pu montrer que lorsqu'on utilisait l'échelle qu'il a développée, l'échelle qui s'appelle Alarm Distress Baby Scale, c'est en fait une échelle de retrait social. Nous avions pu montrer dans la figure du dessous qu'avant traitement, c'est le gros carré en blanc, la majorité des bébés étaient en retrait social, c'est-à-dire ne demandaient rien aux parents, alors qu'après traitement, il n'y en avait que 20%, donc on avait normalisé dans la plupart des cas ce comportement social du bébé. Nous l'avions aussi étudié par une échelle personnelle que nous avions faite dans le service. Nous avions montré que cet enfant était nettement amélioré après seulement 7 jours. Donc j'ai oublié de vous dire que nous avions traité des bébés très jeunes puisque nous les avions inclus dans l'étude avant 6 mois. Puisque, comme vous l'a dit le docteur Sophie Sabal-Berthoumieux, l'attachement, c'est dans les premiers mois de vie. On considère que c'est dans les 6 à 9 premiers mois de vie. Donc, sur la prochaine diapositive, je vous montre ce que nous avions également étudié chez ces bébés et chez leur mère. Nous avions étudié les interactions entre la mère et les nourrissons avec de nombreux items, c'est-à-dire qu'on regardait l'état de l'enfant, sur la partie droite du schéma, l'interaction sociale de l'enfant, c'est lui qui initiait la relation dans la deuxième partie à droite, et puis cette dyade dont on vous a parlé, c'est-à-dire ces interactions mère-enfant. Et nous avions pu montrer qu'il y avait une amélioration très significative de l'état de l'enfant, de son comportement social et surtout des interactions. C'est-à-dire que le fait d'améliorer les compétences de l'enfant améliore considérablement les compétences aussi maternelles et la relation mère-enfant. Donc c'était la première fois et on a bien sûr publié ce travail, qu'on utilisait de l'ocytocine chez un bébé humain et que l'on montrait qu'il y avait des effets. D'abord, la première des choses, c'est que c'était très bien toléré et qu'il y avait des effets non seulement sur son alimentation, mais aussi sur les interactions. La prochaine diapositive, et de manière intéressante, nous avions regardé au niveau de l'IRM cérébral s'il existait des modifications évidentes avant et après traitement par ocytocine. Et on a pu montrer qu'une région du cerveau particulièrement importante pour justement tout ce qui concerne l'alimentation et l'apprentissage de l'alimentation en particulier, mais aussi les relations sociales. Donc c'est le cortex orbitofrontal supérieur droit. Donc le cerveau est latéralisé, cette partie droite du cerveau est très impliquée dans ces deux dimensions dont je vous ai parlé, était significativement améliorée dans la connexion de cette région du cerveau à un réseau neuronal que nous avions identifié. Et on a pu montrer que plus cette zone du cerveau était activée, meilleure était la succion et meilleures étaient les relations mère-enfant. Donc on a pu montrer que finalement, il y a un lien entre l'oralité, le fait de nourrir son enfant, mais aussi le fait d'interagir avec lui. Et dans cette région particulière du cerveau, c'est une cible de l'ocytocine, c'est connu depuis plusieurs années maintenant, mais il y a des neurones qui ont une spécificité particulière, soit stimulés par l'alimentation, soit stimulés par les interactions sociales, avec des interactions entre ces deux groupes de neurones. Donc vous voyez que l'oralité, le fait de manger, de s'exprimer et finalement d'interagir, parce que l'oralité, c'est une façon d'interagir et c'est une façon primaire. Je dirais que ce que ça m'évoque, c'est que sûrement manger, c'est un besoin primaire, mais finalement, ça se régule de la même manière que l'interaction sociale, ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement important. Je crois que je vais juste vous montrer que ce n'est pas qu'au moment de la naissance, en postnatal, que l'ocytocine a un effet. Elle a aussi des effets à différentes périodes de la vie, particulièrement les récepteurs, c'est-à-dire l'endroit par lequel l'hormone va agir. Ils sont modulés par les hormones qui sont sécrétées au moment de l'adolescence, de la puberté. Donc les stéroïdes, que ce soit la testostérone chez les garçons et les oestrogènes chez la femme, ces hormones modulent le récepteur de l'ocytocine. Et donc, il y a aussi, au niveau de la puberté et de l'adolescence, des modifications de l'action de l'ocytocine. C'est peut-être pour ça qu'on tombe amoureux, j'aime bien cette expression, au moment de l'adolescence. Et l'ocytocine, comme on l'a dit, et comme on s'en doute, elle est aussi extrêmement importante pendant la grossesse. Mais ça n'est pas une hormone féminine. C'est vrai que le récepteur de l'ocytocine est davantage modulé par les hormones, les oestrogènes, mais les hommes aussi fabriquent de l'ocytocine, ont des récepteurs à l'ocytocine et répondent à cette hormone.
Alors, on ne peut pas parler de l'ocytocine sans parler d'une hormone qui est vraiment très proche de cette hormone ocytocine. D'abord, elle est fabriquée par les mêmes neurones. Elle est capable d'agir sur les récepteurs de l'ocytocine. Et elle est très proche puisqu'il y a 2 acides aminés simplement de différents. Par contre, elle a des différences, c'est-à-dire que cette hormone, elle est mature d'emblée après la naissance, alors que l'ocytocine, sa maturation arrive après la naissance. Ça, c'est une grosse différence. Mais on a de plus en plus d'évidence que ces hormones travaillent ensemble et qu'il faut de l'arginine vasopressine pour permettre certaines des actions de l'ocytocine. Alors pour dire que l'attachement, comme on l'a dit tout à l'heure, le pattern d'attachement, la façon dont on s'attache, donc du coup la façon dont a été modulé le réseau ocytocinergique pendant l'enfance, il est extrêmement important pour le déroulement de notre vie, hein, pour l'attachement, mais aussi on considère de plus en plus que le récepteur de l'ocytocine, et on a des données, chez l'homme on en a moins, mais on a des données dans certaines études animales, que le récepteur de l'ocytocine est modulé par l'environnement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire que la séquence de l'ADN n'est pas modifiée, mais par contre l'expression de ce récepteur va être modifiée. Et il y a des données qui montrent que lorsque la période postnatale, hein, de ces premiers mois de vie dont on vient de parler, il y a des modifications épigénétiques du récepteur qui sont en particulier, qui aboutissent à une diminution de l'expression de son récepteur, donc à une diminution de l'effet de l'ocytocine. Et on pense de plus en plus que les difficultés que l'on vit pendant les premières années de vie vont effectivement modifier de manière épigénétique ce récepteur et donc modifier un peu le fonctionnement de notre cerveau et en particulier les liens avec le système de récompense. Donc vous voyez que cette trajectoire développementale, elle est extrêmement importante. On n'est pas là à dire aujourd'hui qu'il n'y a que l'ocytocine, mais on veut montrer qu'on a des données qui montrent que cette ocytocine est fortement impliquée dans l'attachement et fortement impliquée aussi dans le développement et dans le neurodéveloppement. Donc, est-ce que l'ocytocine pourra être utilisée en dehors du syndrome de Prader-Willi? Donc, est-ce qu'on a des pistes pour qu'elle puisse être utilisée dans d'autres troubles du neurodéveloppement? Probablement dans l'autisme. Vous savez peut-être que l'autisme, la difficulté aujourd'hui, c'est d'en faire un diagnostic précoce, sauf dans certaines familles, puisqu'il y a des familles où il y a plusieurs enfants autistes, où on pourrait peut-être, dès la naissance d'un deuxième enfant, interagir et agir sur cette ocytocine qui est déficitaire aussi. Alors, ce n'est pas du tout le même défaut, mais je n'ai pas le temps ici de vous en parler. Est-ce que d'autres troubles du neurodéveloppement pourraient bénéficier de ce traitement? Mais certainement, mais comme vous l'avez entendu, c'est cette fenêtre biologique, hein, c'est-à-dire un moment précis de la vie où on aura le maximum d'effets. Ce qui ne veut pas dire qu'après cette période, l'ocytocine ne fasse plus rien, mais c'est vrai que certains effets ne pourront pas être récupérés totalement de manière complète. Et je crois que j'ai encore une dernière diapositive pour remercier toutes les personnes. Je voulais dire ici que l'attachement, comme tous les travaux de recherche, les soins, c'est la multidisciplinarité et encore mieux la transdisciplinarité. Comment on peut travailler ensemble, s'acculturer, apprendre de l'autre. Je cite toujours cette histoire avec ma collègue Dr Denis Huilot parce que c'est vrai que si on n'avait pas échangé sur cette observation, si je n'avais pas fouillé davantage ce que j'avais lu, si nous n'avions pas partagé avec les personnes qui nous ont aidés à faire cette imagerie du nouveau-né, c'est vraiment pas simple. Si on n'avait pas travaillé avec les personnes des neurosciences à Toulouse, et à Toulouse vraiment on a cette grande chance d'avoir des personnes qui sont spécialisées en neurosciences, l'équipe du CERCO, l'équipe du professeur Pierre Pailloux, vraiment une grosse richesse de pouvoir échanger et d'avancer du coup beaucoup plus vite. Et puis toutes ces collaborations nationales et internationales avec nos collègues pédopsychiatres qui s'intéressent énormément au développement et qui nous ont beaucoup appris. Je crois que je m'arrêterai là, mais je peux répondre à de nombreuses questions, bien sûr. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Donc oui, on a quelques questions, je pense qu'on va prendre le temps d'en traiter. Alors, juste une demande de précision. Vous avez parlé de la vasopressine. Est-ce que vous pouvez confirmer donc que la vasopressine, c'est bien une hormone qui est mature à la naissance, contrairement à l'ocytocine? C'est bien ça?
Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de la modifier pour que cette hormone soit active. D'accord, merci. Et donc, pour revenir justement, vous parliez d'épigénétique et du rôle possible de l'épigénétique dans tout ça. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque génétiques pour justement ces défauts d'ocytocine? Est-ce qu'il y a des pistes justement sur ces facteurs, que ce soit dans le syndrome de Prader-Willi ou peut-être dans d'autres syndromes neurodéveloppementaux dont vous parliez? Oui, alors il y a de nombreux gènes qui sont impliqués dans la régulation d'abord la mise en place de ces neurones à ocytocine. Donc on en connaît maintenant de plus en plus. Il y a aussi des gènes qui sont impliqués dans la sécrétion de l'ocytocine. Il y a des gènes qui sont impliqués dans les relations de l'ocytocine et du système dopaminergique. Donc il y a une susceptibilité. Alors si on prend l'autisme, il y a des gènes impliqués dans l'autisme qui sont impliqués dans la libération d'ocytocine et d'autres dans la modification du récepteur. Donc oui, il y a des pistes génétiques, il y a des susceptibilités génétiques, oui. D'accord, merci. On va continuer. Il y avait une question notamment sur le taux d'ocytocine. Est-ce qu'il est toujours le même? J'imagine que non, mais quelles sont les variations de ce taux autour de la vie d'un individu, au cours de la vie d'un individu, et peut-être même au cours d'une journée? J'imagine que les hormones étant quelque chose de très fluctuant, est-ce que ça aussi, ça a un rôle dans la façon dont vous traitez les patients? Comment vous le prenez en compte et comment ça se module? Alors c'est une question difficile parce que le dosage de l'ocytocine est très compliqué. Effectivement, pendant les premiers mois de vie, si on dose l'ocytocine chez les nourrissons ou chez les mères, en particulier les mères qui allaitent leur enfant, il y a des taux extrêmement variables dans la journée. Par contre, comme on a du mal à la doser, c'est un peu compliqué. On a quand même l'impression qu'au cours de la vie, après cette phase, l'ocytocine est assez stable. Donc il n'y a pas de variation majeure comme on peut le voir pour d'autres hormones, ou à l'adolescence, elle varie énormément. Donc ça, on ne le voit pas dans l'ocytocine. Si on avait des méthodes plus précises, je pense qu'on verrait un peu mieux, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien. Par contre, chez les animaux, alors là, c'est plus simple. Et l'ocytocine, par exemple, chez la souris, il y a un cycle nictéméral très net, puisque l'ocytocine va diminuer pendant la nuit. Et donc, les animaux vont aller manger. Et par contre, elle va augmenter pendant la journée. Et si l'on regarde, si l'on change ce cycle-là, c'est-à-dire si on administre de l'ocytocine, on inverse leur cycle de recherche alimentaire. Donc c'est vrai que très certainement le cycle est important, mais chez l'homme, comme pour d'autres hormones, le cycle est moins évident. Et au cours du vieillissement, du coup, est-ce que l'ocytocine aussi diminue? Ça, c'est une excellente question. C'est quelque chose qu'on avait discuté avec certains chercheurs. Il n'y a pas de données dans la littérature qui montrent ça, mais très probablement, il y a un des gènes qui régule la sécrétion d'ocytocine, qui semble-t-il est impliqué dans la diminution de la sécrétion d'ocytocine. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'est pas certain que les dosages sanguins reflètent vraiment ce qui se passe au niveau cérébral. Vous voyez, par exemple, dans le syndrome de Prader-Willi, il existe un déficit au niveau du cerveau de l'ocytocine, mais quand on dose l'ocytocine dans le sang, elle est élevée. Alors, j'explique avec d'autres que c'est probablement parce qu'on a surcompensé et que donc on en fait davantage parce qu'il en manque. Mais ce n'est pas tout à fait certain que ce soit la seule explication. Donc, on n'est pas sûr que ça reflète exactement l'activité ocytocinergique du cerveau. Et est-ce qu'il y a moyen peut-être de mesurer cette ocytocine avec l'imagerie ou avec d'autres outils que les marqueurs sanguins? Alors justement, c'est ce qu'on a discuté avec le professeur Payou. Est-ce qu'on pourrait marquer l'ocytocine que l'on administre pour voir où elle va, comment elle va? C'est un gros travail. Je pense que ça sera très intéressant de le faire. Là, on n'en est pas là aujourd'hui, mais ça sera vraiment très intéressant. Ça serait possible en tout cas, pour répondre à votre question, même aujourd'hui. Merci. Je vais partir dans une autre direction. Vous avez mentionné rapidement les hommes qui avaient aussi de l'ocytocine. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne justement. Est-ce que le lien d'attachement entre le père et l'enfant fonctionne sur le même schéma avec l'ocytocine qui est impliquée? Et comment peut-être, quel est le rôle du père ou en tout cas de l'homme dans tout ce schéma? Et est-ce que vous le prenez en compte dans vos travaux? Absolument, oui. Alors, j'aurais pu vous dire aussi qu'une façon d'améliorer l'attachement, c'est aussi de donner de l'ocytocine à la mère. Ça a été fait. Donc, il y a de nombreuses personnes qui ont travaillé là-dessus, des pédopsychiatres qui ont vraiment fait ce travail. Et qui, effectivement, si on administre de l'ocytocine à la mère, ça améliore
son lien d'attachement à l'enfant. Alors cela a été fait chez les mères qui avaient un déficit justement d'attachement. Aujourd'hui, la piste, c'est de traiter la dépression du postpartum. On se dit que la dépression du postpartum, c'est certainement un déficit à mettre en place cette sécrétion d'ocytocine. Et donc, il y a des études qui sont en cours pour traiter cette dépression du postpartum. Chez le père, à ma connaissance, il y a une seule étude, mais il y en a peut-être d'autres, mais que je ne connais pas, où le fait d'administrer de l'ocytocine au père, ça améliore aussi ses relations. Mais le père a bien sûr autant la possibilité de sécréter de l'ocytocine en regardant son enfant, ça a été montré, qu'un père qui regarde son enfant sécrète de l'ocytocine, que l'on mesure à ce moment-là dans les urines. Oui, bien sûr, quand on regarde, donc, même en dehors de la figure d'attachement, mais une personne avec laquelle on a de l'émotion, puisque c'est ça, on n'a pas prononcé ce mot, mais c'est ça, c'est l'émotion, eh bien, on fabrique de l'ocytocine. J'avais lu au début de mon intérêt sur l'ocytocine la mesure du taux d'ocytocine urinaire chez un maître lorsqu'il regarde son chien. Eh bien, quand on le fait regarder son chien, on peut mesurer une sécrétion d'ocytocine dans les urines du maître. Donc, et alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est le regard. C'est vrai que le regard, et en particulier le regard humain, donc il y a eu des études qui ont été faites chez les regards des chiens, justement, qui ressemblent énormément au regard humain. Et c'est vrai que le regard est probablement quelque chose qui fait sécréter de l'ocytocine. Donc, ça nous rassure un peu là aujourd'hui avec le masque. Au moins par le regard, on peut quand même avoir cette communication et cette émotion, on le sait. Donc c'est vraiment nous ce que nous avons vu. J'aurais pu vous le préciser effectivement, c'est que dès qu'on administrait cette ocytocine, et peut-être Sophie, tu vas en parler aussi bien que moi, ces enfants avaient un regard chargé de sens. On sentait qu'ils étaient capables d'exprimer. Parce que c'est toujours la difficulté, est-ce qu'on ne ressent pas ou est-ce qu'on ne peut pas exprimer? En tout cas, là, ils étaient dans la capacité d'exprimer un regard. Voilà. Ils étaient intéressés par l'environnement et ils étaient capables d'initier le regard vers la mère, par exemple, ce qui n'existait pas avant le traitement. Je crois savoir d'ailleurs que dans certains syndromes autistiques, il y a justement un trouble du contact, du regard. Enfin, peut-être je me trompe, mais donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que peut-être certains troubles autistiques pouvaient être concernés aussi par ce défaut d'ocytocine, peut-être que là aussi justement ça peut être lié. Alors c'est le problème de la période. La fenêtre biologique. Il y a de nombreuses études qui administrent de l'ocytocine à des enfants autistes. Alors, il y a, comme toujours, quand il y a beaucoup d'études, les résultats ne sont pas toujours concordants, donc il y a des résultats discordants. Mais globalement, il y a quand même quelque chose de positif que l'on observe. Alors, on se dit, effectivement, si on pouvait le donner très tôt, peut-être que ça donnerait une possibilité d'optimiser l'effet. Par exemple, chez les nourrissons, nous pensons qu'il faut en donner davantage, qu'il faut donner chez les nourrissons avec un syndrome de Prader-Willi que 7 jours de traitement, ça ne suffit pas à maintenir l'entièreté de l'effet qu'on a observé. Par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'à 4 ans, lorsqu'on a fait des évaluations un petit peu plus précises chez ces enfants que la simple observation clinique, on a mis à l'évidence qu'ils étaient beaucoup plus sociables que des enfants du même âge qui n'avaient pas reçu le traitement. Donc on a vraiment un effet positif qui dure. Après, est-ce que c'est l'effet maximum? Pour l'instant, on pense que non, qu'il faudrait certainement... donc il faut apprendre à manipuler cette hormone. Il ne faut pas non plus aller trop vite pour ne pas avoir des effets secondaires. Je crois que tout le monde connaît maintenant les effets secondaires des traitements. Donc il faut y aller pas à pas, en surveillant bien sûr, parce que peut-être que trop d'ocytocine, c'est pas bon. Et on connaît ça en endocrinologie, c'est qu'il ne faut pas manquer d'hormones, mais il ne faut pas en avoir trop non plus. Donc c'est cette délicatesse dans le traitement qui pose essentiellement les problèmes, surtout quand c'est des problèmes, des troubles du comportement. Alors je relaye une question concernant le déni de grossesse. Est-ce que le déni de grossesse, ça pourrait avoir un lien avec un déficit d'ocytocine? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, pendant la grossesse, l'ocytocine n'est pas, au contraire, elle est plutôt au repos. Et c'est au fur et à mesure, vers la fin, qu'on a une augmentation de l'ocytocine. Alors, je ne pense pas que ça explique la totalité du déni de grossesse. Est-ce que ça y participe? Pourquoi pas, mais je ne pense pas que l'explication soit entièrement là. Merci. Je vais peut-être vous poser une question à vous, Sophie, concernant la figure d'attachement dont vous parliez au début. Est-ce que vous pensez au final qu'on peut survivre sans aucune figure d'attachement?
Alors, la réponse, c'est il n'est pas possible de ne pas s'attacher. Voilà. Il peut y avoir des attachements pathologiques dont je n'ai pas parlé. C'est des attachements désorganisés, notamment quand il y a de la maltraitance ou des abus vis-à-vis des enfants. Mais un enfant est obligé de dépendre d'un adulte pour se développer. Et donc, il ne peut pas évoluer seul sans figure d'attachement. Nécessairement un adulte ? Oui, parce que le caregiving, donc la réciproque, n'est mature qu'à l'âge adulte, et donc tout ce qui est les prémices en fait du caregiving, notamment chez les enfants qui vont jouer à la poupée, qui vont s'occuper voilà, des petits animaux, tout ça, c'est des prémices. Mais en fait, s'il y a quoi que ce soit, l'enfant qui n'est pas assez mature prendra en charge d'abord lui avant de prendre en charge le bébé, ce qui n'est pas le cas d'un parent responsable qui va d'abord prendre en charge la détresse du bébé avant de s'occuper de lui-même. Après, vous parliez de figures d'attachement, alors vous ne disiez pas secondaire, mais en tout cas... Principal et accessoire. Voilà, accessoire. J'imagine que par contre, il peut y avoir un grand frère ou une grande sœur qui peuvent faire figure de figure d'attachement accessoire. Ça doit, se retrouver, ça doit se retrouver facilement. Oui, tout à fait. Et j'imagine dans un scénario où la figure d'attachement venait à disparaître, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un relais ou bien est-ce que nécessairement il faut que ce soit encore un adulte qui devienne figure d'attachement principale ? Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Si c'est vraiment un tout petit bébé, il va falloir que ce soit un adulte. Si c'est un enfant qui est bien plus grand, qui a, on va dire, autour d'une dizaine d'années, l'aîné va suffire, mais ça sera temporaire. Il faut quand même que ce soit un adulte qui soit vraiment un relais sûr. Et alors, on l'a très rapidement évoqué dans notre conférence d'hier, mais donc ce lien d'attachement au cours du temps, en tout cas cette figure d'attachement, vous parliez justement de la personne à qui qu'on penserait contacter en cas de problème. Ça, bien sûr, ça évolue au cours de la vie. Et des fois, il y a une sorte d'inversion qui peut se faire entre un parent et un enfant. Et comment ça s'explique ? Est-ce qu'il y a peut-être aussi un substrat physiologique derrière ? Je ne sais pas, peut-être vous pouvez répondre l'une après l'autre si vous avez une idée. Alors, au niveau de la théorie de l'attachement à proprement parler, c'est vrai que le parent vieillissant peut avoir comme figure d'attachement son propre enfant, puisque c'est la personne qui va s'occuper de lui s'il en a besoin, parce qu'autour de lui, a priori, tout le monde a disparu. Après, au niveau du substrat biologique, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais probablement. Par contre, ce dont on n'a pas parlé dans l'attachement et dans ces liens, c'est... alors j'ai un trou, Sophie, tu vas m'aider. Le langage qu'on utilise quand on parle à un bébé, le mazerez, non. La mamie, c'est ça? Non. Enfin, peut-être. Bon, j'ai oublié ce nom. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas pédopsychiatre. En tout cas, cette vocalisation qu'on a particulière, on ne parle pas effectivement à un bébé comme on parle à un adulte. Elle est très importante. Elle est très importante parce qu'on y met de l'émotion, de l'intonation. C'est beaucoup plus que les mots qui sont importants à ce moment-là pour les bébés. Et on s'est rendu compte que ça représentait un peu, ça recopiait, entre guillemets, les vocalisations des oiseaux, par exemple, ou d'autres animaux qui parlent à leur enfant avec un langage particulier. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement important aussi, la façon dont on leur parle. Et les enfants, en particulier, sauraient peut-être moins manipuler, je me disais, en t'écoutant, cette façon de leur parler. Et il y a eu des époques, moi je suis pédiatre depuis de nombreuses années, où certaines mères disaient non, mais moi je parle à mon enfant comme à une grande personne, comme je ne veux pas faire ces mimiques, etc. Mais c'est important parce que quand on leur parle de cette façon, non seulement l'intonation, la mélodie est différente et très importante pour le cerveau, mais aussi les mimiques. C'est-à-dire que quand on parle comme ça, on est différent. Et on a une expression pour les bébés qui est certainement très importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester neutre, un visage neutre devant un bébé. C'est contre-productif pour l'attachement. Voilà. Il aura le temps. De toute façon, les fonctions cognitives, parce que c'était ça la crainte. Je me rappelle d'une maman qui m'avait dit, oui, mais moi, je veux lui parler comme ça, parce qu'il faut qu'il comprenne, parce que... Non, je lui disais, mais il comprendra, vous savez, parce que justement, ce qu'on montre, c'est que les fonctions cognitives, elles sont très liées à cette phase d'attachement. Ça n'est pas différent. C'est-à-dire, plus l'enfant aura tissé ses liens et aura eu cette trajectoire développementale, plus les fonctions cognitives seront améliorées. Aujourd'hui, il y a un lien entre l'oralité et les fonctions cognitives. En particulier, ça, c'est ce qui a été étudié chez le prématuré.
Donc, c'est extrêmement important de parler de tout ça. Hein. C'est-à-dire, il y a la figure d'attachement, mais c'est un ensemble aussi. Hein. C'est comment on crée cet attachement. On va relier une dernière question concernant, alors là, cette fois, la dépression. Donc, il y a une personne qui nous dit que dans la dépression, parfois, il y a une phase vraiment d'isolement et se demande justement si, est-ce que peut-être un traitement avec l'ocytocine, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Et il y a aussi un phénomène de neuroinflammation qui parfois est associé à ces dépressions. Est-ce qu'il y a des travaux sur ocytocine et neuroinflammation? Est-ce qu'il y a des connaissances à ce sujet? Il n'y a pas de connaissances aujourd'hui. À ma connaissance, je précise, il y a des pistes, hein, effectivement, sur la neuroinflammation, la dépression et l'ocytocine, mais il n'y a pas de données formelles, en tout cas chez l'homme. Par contre, l'ocytocine a été étudiée dans les syndromes dépressifs. Alors c'est pareil, ça n'est pas forcément évident. Mon avis, c'est que l'ocytocine, elle a un rôle tellement important au début de la vie qu'on ne pourra pas tout corriger après, mais on peut améliorer quand même. Après, je vais laisser Sophie quand même. Alors, il faut savoir que le déficit en ocytocine est aussi associé à une anxiété importante. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les taux de cortisol. C'est-à-dire, effectivement, l'ocytocine et le cortisol sont très liés parce que voilà, cet apaisement qui est nécessaire, évidemment, quand on manque d'ocytocine, on a un seuil d'anxiété très élevé. Je ne sais pas si j'ai pas répondu à la question. Je sais bien, je ne sais pas comment on pourrait répondre davantage sur dépression et ocytocine. À part la dépression du postpartum dont on a parlé, mais sinon moi je ne connais pas non plus de travaux qui parlent de ça. Pardon, donc il y a un petit souci de batterie sur mon micro, mais on allait clôturer. Il y a juste quelqu'un qui nous donne le nom, je crois, de ce que vous cherchiez, le langage adressé à l'enfant, le LAE, l'AE. Je ne sais pas si c'est ça que vous cherchiez tout à l'heure comme terminologie. Bon, peu importe. On va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions et qui nous ont suivis tout au long de cette conférence. C'était la dernière conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau, mais vous pourrez revoir cette conférence en rediffusion sur le Facebook Live et sur YouTube du compte du Quai des Savoirs. Quant à nos autres conférences de la Semaine du Cerveau à Toulouse, vous pourrez les revoir en rediffusion très probablement d'ici la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là. Je rappelle que c'était dans le cadre de l'exposition de l'amour du Quai des Savoirs qui sera proposée jusqu'au 7 novembre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore Maïté et Sophie d'avoir été là et d'avoir répondu aux questions. Et j'espère à bientôt. Au revoir.